Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Papi Tamba. Papi Tamba qui est un chef d'entreprise ici à Paris, en France, et également un soutien actif pour le président Joseph Kabila. Alors, Papi Tamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'aime bien que vous m'appelez monsieur le journaliste. Je pense que ça va rester comme ça, comme nom. Quelle bonne nouvelle vous nous amenez aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que nous attendons l'organisation des élections présidentielles le 28 novembre. Donc, c'est une grande première pour notre pays de savoir qu'après une première expérience réussie en 2006, nous sommes en train de vivre une deuxième expérience pour 2011. Donc, pour vous, aujourd'hui, la bonne nouvelle pour les Congolais, c'est les élections qui vont se dérouler en RDC fin 2011. C'est l'une des bonnes nouvelles, bien entendu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est important que nous puissions aujourd'hui pérenniser le mode électoral qu'on a mis en place, la démocratie que nous avons voulu, qui a été bien entendu animée par l'actuel chef de l'État, de savoir qu'il faut un pouvoir, un mandat, une alternance. Mais pour revenir un peu en arrière, parce que je sais que vous êtes un fin politicien et vous allez un peu vite, je voulais déjà pour nos téléspectateurs et amis de l'Internet, recadrer et redéfinir qui est Papi Tamba. Papi Tamba est un homme politique, Papi Tamba est un homme d'affaires, Papi Tamba est un touche-à-tout. Qui est réellement aujourd'hui Papi Tamba? Merci, messieurs les journalistes. Je suis obligé de vous appeler comme tel parce que vous aimez bien l'anonymat. Donc, Papi Tamba, c'est un Congolais. Comme il y en a des millions de Congolais, actuellement, je pense que nous sommes 70 millions. Et Papi Tamba, c'est aussi un Congolais de la diaspora qui a des penchants, qui a des convictions. Et Papi Tamba, c'est un patriote. Donc, vous êtes un patriote comme tous ces Congolais aujourd'hui de la diaspora se disent patriotes. Vous vous retrouvez chez eux? Vous savez, moi, je ne crois pas à la pensée unique. Nous pouvons être tous des patriotes avec des divergences de vie. Voilà pourquoi Papi Tamba, c'est un homme ouvert qui aime les débats, qui aime l'échange de vues. Pour la simple et bonne raison, c'est que, en étant patriote, je ne peux pas refuser ou contester ses droits à ceux-là qui sont contre moi. Parce que rien ne dit que Papi Tamba ne peut pas se tromper. Je n'ai pas le monopole de dire que j'ai raison. Les autres patriotes aussi ne pourraient pas aussi prétendre de dire qu'ils peuvent aussi avoir le monopole de dire qu'ils ont toujours raison. Voilà pourquoi Papi Tamba aime les débats, aime les échanges de vues. Monsieur Tamba, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve à Paris et il a été difficile pour moi de vous rencontrer parce qu'il a fallu vérifier pas mal de choses au niveau de votre sécurité, du fait qu'il y a beaucoup de bruit qui court sur votre personne, sur une espèce d'insécurité due au fait que les patriotes combattants congolais de la diaspora en veulent aux partisans du PPRD et au soutien de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui aujourd'hui sont à votre recherche et qui ne supportent pas que vous soyez un soutien au président Joseph Kabila? Je vous remercie pour cette question que je considère comme étant une question de haute facture. Mon message est clair. Papi Tamba n'est pas un insulteur. Papi Tamba n'est pas un polémiqueur. Papi Tamba ne provoque personne. Papi Tamba, à la fin, n'est que l'humble Papi Tamba, qui n'a aucune prétention à faire prévaloir et qui n'est pas orgueilleux. Papi Tamba est tout simplement quelqu'un qui veut exercer son droit le plus légitime. Le droit le plus légitime, c'est tout simplement d'essayer de respecter mes propres convictions. Le chef de l'État est au pouvoir depuis 2001. Papi Tamba, c'est un soutien du chef de l'État de façon avérée depuis 2006-2007. Donc Papi Tamba a mis 5 ans en tant qu'observateur. Monsieur Tamba, je voudrais développer avec vous les raisons qui vous poussent en fait à appeler à voter pour le Kabila fils. Les raisons sont multiples, mais il y a une raison qui est essentielle.
je vais tout simplement qu'on donne la chance à celui qui a commencé la reconstruction du pouvoir de poursuivre. Cette personne a construit la paix dans notre pays. Ça, c'est une première chose. Cette personne a permis à ce que nous puissions amener notre transition vers la maturité plutôt. Cette personne a permis à ce que nous puissions mettre en place une constitution qui a jeté les bases de la Troisième République dans laquelle vous et moi vivons. Cette personne a permis, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, que les peuples souverains puissent faire le choix de ses propres représentants. Et cette personne, à la fin, est aussi la personne qui a commencé le travail de la construction et de la modernisation de notre pays. Moi, je pense, tant que la Constitution lui permet encore d'essayer de se représenter, parce que s'il le font, il n'y a aucun texte de la loi qui l'empêcherait à ce pouvoir se représenter. Donc cette personne, ma foi, bien entendu, je pense devait être la personne qui devait incarner le changement et la continuité. Voilà pourquoi je demande aux Congolais de faire le choix utile en votant pour l'homme du renouveau pour un nouveau Congo. Joseph Kabila, si ça veut dire à Salatalade. Vous demandez aux Congolais de voter pour Kabila, mais nous avons aussi un opposant qui est là, Étienne Tshisekedi, qui aujourd'hui, avec les multiples sondages qui sortent, est donné gagnant. Qu'est-ce que le pouvoir en place, dont vous, le soutien de Kabila, ferait si demain, il s'avère que les résultats des urnes donnent Tshisekedi gagnant? La réponse est très simple. Le chef de l'État, dans son discours du 30 juin 2011, était clair là-dessus. Allons aux élections. Si je perds, je m'annule. Maintenant, ceux-là qui trouvent que le président Tshisekedi sera la personne qui va battre les chefs de l'État, qu'ils essaient tout simplement d'être sereins. Le 28 novembre, c'est demain. C'est pas l'année prochaine. Pour vous, le 28 novembre, il y aura des élections? Le 28 novembre, bien entendu, parce que tous les paramètres qui vont faire que les élections soient organisées sont en train de balayer un par un. Aujourd'hui, je pense, nous sommes samedi, et vous savez que le Parlement est convoqué dans une session spéciale extraordinaire. C'est pour maintenant régler les derniers détails en ce qui concerne maintenant la loi électorale. Nous irons aux élections parce que c'est un engagement et c'est la détermination du chef de l'État que les élections soient organisées le 28 novembre. Maintenant, ceux-là qui veulent que le président Tshisekedi passe, qu'il soit serein. Le peuple votera et le peuple jugera. Vous qui êtes proche du pouvoir et du président Kabila, qu'est-ce que vous dites au président par rapport à la diaspora et au droit de vote de toute cette population congolaise qui ne vote pas? Non, nous aimerions, j'ai fait partie de la diaspora. Qu'est-ce que vous dites alors à vos amis proches du pouvoir? Nous voudrions bien entendu que la diaspora puisse voter. Mais on s'est habité, bien entendu, pour un problème de moyens. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Déjà pour soulever ou lever des crédits, rien que pour organiser les élections à l'état actuel des choses, des fois ça pose certains problèmes avec les bailleurs de fonds. Donc, la volonté, c'est que, plutôt, les désirs, plutôt, c'est que nous voudrions que la diaspora arrive à 2016 au moins à voter. Donc nous voulons interpeller le gouvernement. Nous voulons là, vous me parlez de votre désir, mais moi je vous dis, vous êtes déjà proche de ces gens-là, quand vous les voyez dans durant les dîners, durant les cocktails et autres. Ah, parce que vous savez que je dîne avec qui ces gens-là, quand vous de ces gens-là? Regardez-vous, la joie de vivre, le grand sourire. Il y en a très peu de Congolais qui... Non, je suis croyant. Et la Bible nous a appris une chose, soyez toujours joyeux. Mais vous êtes, vous le savez, et vous me l'avez dit aussi, proche du pouvoir. Voilà pourquoi vous êtes un membre actif. Non, je soutiens les chefs de l'État. Vous le soutenez, vous avez vos entrées. Vous n'allez pas me le cacher. Bref, passons. Malgré tout ça, alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Qu'est-ce que vous dites aux députés que vous connaissez? Prochainement, vous allez être à Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez leur dire? La même chose que j'ai dit dans votre caméra. C'est de réunir les conditions pour que la diaspora puisse voter en 2016. Pourquoi vous ne l'avez pas fait bien auparavant pour que là, en 2011, pour les élections présidentielles, nous puissions voter? En dehors de moi, plusieurs personnes l'ont fait. Les dossiers sont dans les menus du chef de l'État. Mais le problème, c'est pas seulement au niveau des moyens. Il y a cette volonté du pouvoir pour que la diaspora puisse voter. Il y a cette volonté. Donc vous nous rassurez en disant que
Joseph Kabila n'a pas peur de la diaspora. Pourquoi aurait-il peur de la diaspora? Puisque la diaspora est en majorité opposée à la politique de Kabila. Vous avez fait un sondage ou un vote de la diaspora par rapport à ça? Vous et moi, nous vivons ici, nous savons très bien les échos qu'il y a au niveau de la diaspora. Vous savez très bien les marches qui sont organisées, qui réunissent 1000 personnes dans les rues de Paris, c'est pas rien. Monsieur le journaliste, allez au niveau du ministère de l'Intérieur, que ce soit en France, en Belgique, à Londres, presque partout, demandez l'effectif des Congolais, d'abord d'origine, c'est-à-dire ceux qui sont naturalisés. Demandez maintenant l'effectif des Congolais, considérés tout simplement comme état des immigrés. Demandez l'effectif des Congolais comme demandeurs d'asile. Et demandez l'effectif des Congolais qui malheureusement ont eu un problème parce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'asile, et qui à la fin, ces Congolais-là restent toujours de façon clandestine sur les sols français ou sur les sols belges. Essayez de les demander, monsieur le journaliste. Vous allez vous rendre compte que ceux-là qui pensent représenter quelque chose au sein de la diaspora, parce qu'ils ont réuni 200 à 300 personnes pour faire une marche, ou pour crier, ou pour faire quoi que ce soit, ils se trompent dans leur propre raisonnement. Les Congolais est connu pour ne pas être violents. Les Congolais est connu pour ne pas aussi, bien entendu, participer à certaines manifestations qui peuvent dégénérer à la violence. Mais les manifestations n'ont jamais... Il y a des gens qui se sont illustrés, une minorité de gens qui s'illustrent maintenant, qui veulent jouer maintenant aux gladiateurs, qui veulent jouer maintenant aux gangsters. Non, attendez. Ces gens-là... Attendez, j'ai couvert ces manifestations, ils n'ont jamais débordé. J'ai couvert les manifestations à Paris, ils n'ont jamais débordé. Je ne peux pas vous laisser dire que... Je ne parle pas de manifestations débordées, je parle tout simplement de l'adhésion de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens... aujourd'hui qui aimeraient exprimer leur position. Moi, je vous dis par exemple sur Internet. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez la parole. Vous avez ma caméra qui est là devant vous. Mais vous l'aviez dit tout à l'heure, monsieur le journaliste, c'est pas putain, vous êtes recherché à Paris. Pourquoi serais-je recherché? Non, je vous pose une question. Pourquoi serais-je recherché? C'est à vous de me répondre. C'est à vous de me répondre. Mais non, mais moi, je ne sais pas vous répondre. À ce registage, pas putain, on n'insulte personne. À ce registage, pas putain, on n'en fait à personne et lance des défis à personne. Mais juste parce qu'il exprime ses positions, c'est là qui s'illustre maintenant en gangster, les recherches partout à Paris. Aujourd'hui, vous appelez les combattants patriotes de gangsters. Non, je dis qu'ils s'illustrent. Attention, je ne parle pas de tous les combattants. Mais comment vouliez-vous que j'appelle des gens qui eux-mêmes passent à la télévision, font des déclarations, ceux-là eux-mêmes qui vont sur le net, qui vont nous adresser des mails dans lesquels ils nous menacent de mort, dans lesquels ils nous menacent par exemple de nous tabasser, ils menacent tout ça. Comment vouliez-vous que je... N'ayons pas peur de moi, monsieur le journaliste. Qu'ai-je fait pour que ces gens-là commencent à me rechercher? C'est la question que je me poserai peut-être à moi-même. Et vous pensez que si moi j'ai ce courage-là, derrière moi, combien de personnes, peut-être qui partagent les mêmes convictions, mais qui n'ont pas le même courage? C'est pourquoi je suis en train de dire, sauf que si c'était un problème des urnes, nous savons que ça se passe dans l'isoloir, et il y a une certaine sécurité qui est assurée, si les élections sont libres et transparentes, c'est ces jours-là que ces gens-là verront tout simplement qu'ils sont désavoués. Parce que tous les jours, je reçois par mail, que ce soit par Facebook, des messages de soutien, des gens qui me disent que nous sommes d'accord avec vous. Sauf que nous avons peur. Mais nous vous encourageons pour votre courage. Voilà pourquoi moi je vais interpeller cette majorité que moi je qualifie de majorité silencieuse, de sortir, bien entendu, de leurs réserves pour commencer à se manifester. Donc vous dites qu'il y a une majorité de Congolais qui sont plus en accord avec vos idées qu'en accord avec les idées des combattants patriotes. Bien entendu, je suis en droit de les penser pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, parce que l'âme des Congolais, déjà, c'est une âme qui est connue comme étant une âme de quelqu'un qui vit dans la paix, dans la sérénité, qui n'a pas besoin de conflits inutiles, qui n'a pas besoin de se battre avec les gens, ainsi de suite. Lorsque vous leur amenez autre chose que ceux qui sont habitués à vivre, que ceux qui fondent même leur propre culture, ils ne peuvent que les désavouer. Mais ils n'ont pas besoin de se retrouver à la gare, non, par exemple. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je fais l'émission avec vous, monsieur le journaliste. Oui. Il y a 3 jours que c'est là. Aujourd'hui, vous m'acceptez peut-être avec ma chemise. Dites-moi en quoi est-ce que c'est offensant de porter la chemise que je porte aujourd'hui. En quoi est-ce que ça peut offenser les gens?
Je ne suis pas allé dans leur camp. C'était à Paris, Porte-la-Chapelle. Je me pointe, j'avais tout simplement un rendez-vous avec des amis. J'ai mis ma chemise parce que je suis les soutiens. Je soutiens la candidature du chef de l'État. Je réclame haut et fort et personne ne me fera taire. Comme disait Florent Pagny, personne ne m'enlèvera ma liberté de penser. Mais tout simplement dans les cafés, je vois une intrusion. Des gens qui viennent, ils sont au nombre de 4. Oh non, en portant ces chemises-là, c'est une provocation. Je vais pousser vous déshabiller. Attendez. Les pères de famille que je suis, les Parisiens que je suis, la plupart qui étaient là, ils étaient plus jeunes que moi. Je vais accepter que les gens entrent comme ça dans un café pour me demander de me déshabiller. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai mis la couleur de quelqu'un qui n'aime pas. Les présidents, j'ai laissé-moi poser une question. Vous parlez du président Tshisekedi. Et que c'est votre candidat qui va battre les chefs de l'État. Qu'est-ce qui vous empêche de porter les t-shirts ou les chemises à l'effigie de Tshisekedi? Vous serez menacé par personne si vous le portez. La démocratie, c'est un peu ça, d'être aussi tolérant. Voilà. Papi Tamba, je vois que vous êtes un vrai soutien du président de la République, mais on a beaucoup de reproches par rapport au président de la République, dont les 5 chantiers. Les 5 chantiers qui est en fait le projet phare du quinquennat du président Kabila. Que pouvez-vous nous dire sur les 5 chantiers, dans le sens où nous y sommes? C'est une réussite, pardon, c'est un échec, c'est une réussite, on est à mi-chemin. Où en sommes-nous par rapport aux 5 chantiers? La première chose, je vais assumer, je vais commencer par le dire publiquement au Congolais, que je vais aujourd'hui assumer une erreur de stratégie, un manque de communication. Je trouve que la perception des 5 chantiers chez les Congolais n'est pas la perception intrinsèque de celle qu'elle devait être et de la vision même voulue par les chefs de l'État. Les 5 chantiers, mon cher camarade, plutôt cher journaliste, les 5 chantiers, c'est tout simplement un plan de reconstruction. C'est une vision pour notre développement. Je vais vous prendre un cas précis. Il y a le président Ouattara qui actuellement est président de la Côte d'Ivoire. Si je viens en Afrique, on lui pose une question pour savoir quels seront ses axes de développement pour la Côte d'Ivoire. On ne lui demande pas son projet gouvernemental. Il essaie de citer exactement les 5 chantiers. En disant que pour la Côte d'Ivoire, pour son développement, je vais miser sur les infrastructures, sur l'eau et l'électricité, sur l'éducation, sur l'emploi et sur la santé. Nous sommes en plein dans les 5 chantiers. Maintenant, il faut commencer par considérer l'état de délabrement du tissu économique de notre pays pour maintenant comprendre les 5 chantiers dans le sens du temps que cela devrait prendre. Devons-nous nous réjouir de ce qui est fait? Devons-nous considérer les efforts du chef de l'État comme étant des efforts positifs ou négatifs? Parce que, et je sais que c'est un discours qu'une certaine classe n'aime pas, ils aiment toujours dire que voilà, vous ne pouvez pas parler de ce qui s'est passé dans notre pays, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes là. mais je pense que c'est un raisonnement qui frise un peu les ridicules. Parce que l'élément de comparaison ne peut qu'être la RDC elle-même. Si nous voulons savoir si nous évoluons dans notre pays, nous devons savoir c'est quoi le Congo d'aujourd'hui par rapport au Congo d'hier. Sous Mobutu, bien entendu, on essayait de regarder le Congo sous la colonisation et le Congo de Mobutu. C'est là que nous avons constaté que c'était pratiquement une régression. Le Congo de... Maintenant, en 1997, la Banque mondiale, dans son rapport de 1997, reconnaissait de façon très claire que le développement, plutôt, que je veux dire, la politique économique menée par Mobutu sur la Deuxième République a retardé le développement économique de notre pays au moins d'un demi-siècle. Le Congo de Joseph Kabila est un Congo qui va de l'avant selon vos dires, mais pensez-vous que Joseph Kabila, en fait, en ayant confié pour majorité la réalisation des 5 chantiers aux Chinois, n'a pas maîtrisé en fait la situation géopolitique qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il fallait prendre en considération aussi bien les Français, les Belges, les Américains et autres, en s'étant abandonné aux Chinois.
on paye aujourd'hui cette manque de maîtrise et de notion de la situation géopolitique. Monsieur les journalistes, il y a tout un plan qui a été mis en place pour la reconstruction de notre pays par l'Occident. Quand je parle de l'Occident, je fais allusion à tous les États que vous avez cités. La RDC qui n'avait pas de moyens avait besoin, bien entendu, de l'argent frais, des moyens pour reconstruire son pays. Or, il s'avère que nous étions devenus la paria au niveau de la scène des finances internationales. Nous étions un pays pauvre, non pas seulement un pays pauvre, mais encore un pays très endetté. Pendant que nous voulions reconstruire le pays, nous, on nous demandait déjà de commencer par assumer le poids de la dette pour sortir de l'endettement, atteindre le point d'achèvement. Il s'est posé un problème, il fallait reconstruire le pays, mais avec quels moyens? Le chef de l'État, bien entendu, met en place une certaine politique qui aujourd'hui est devenue la norme pratiquement en Afrique. C'est-à-dire que voilà, si nous n'avons pas d'argent que nous allons puiser chez les bailleurs de fonds, nous avons néanmoins la richesse qui intéresse les entreprises du monde entier. Il n'a pas seulement dit aux Chinois, venez vous intéresser de nos terres. Parce que vous savez que le président turc est parti en RDC en faisant 3 jours, avec sa 58 hommes d'affaires dans son avion. On n'attire pas au XXIe siècle un président turc pendant 3 jours dans son état, avec sa 58 hommes d'affaires, pas de moindres. Vous savez que le président Sarkozy est parti en RDC. Mais sauf que nous n'avons pas vu les réalisations. Les entreprises chinoises, il y a une différence entre les pourparlers, les négociations et les débits de réalisation. C'est tout cela qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que à un certain moment, lorsque nous avons commencé les négociations, sachant qu'on a évalué bien entendu la première enveloppe par rapport aux premiers travaux qui devaient être amorcés à 9 milliards d'euros. Nous étions bloqués par les sociétés de Bretton Woods parce qu'en même temps nous voulions sortir, sortir plutôt de notre endettement. Qu'est-ce que nous avions constaté? C'est qu'on nous a bloqués en disant que voilà, ils considéraient cette forme-là de partenariat de matières premières contre infrastructures, c'est-à-dire infrastructures contre matières premières, ils ont considéré comme étant une forme d'endettement. Il fallait commencer par négocier avec les institutions de Bretton Woods, qui ont envoyé les experts pour dire que nous devons faire l'évaluation. C'est ça qui a fait que de 9 milliards, nous sommes tombés à 6 milliards. Parce qu'ils ont estimé que les degrés de réalisation que les Chinois devaient faire n'étaient pas de 9 milliards, mais de 6 milliards. Et nous avons signé l'harmonisation. Donc un gouvernement qui deal avec un partenaire n'est pas capable de faire une estimation de 9 à 6 milliards. Il faut qu'il soit aidé par le FMI et autres pour pouvoir. Ce n'est pas qu'il est aidé. Je suis en train de vous dire que ceci, c'est que nous avons signé les contrats, où il y avait ce qu'on appelait le poids de la dette, parce que la RDC devait verser régulièrement, tous les mois, mensuellement, 50 millions de dollars. Ils ont estimé, les institutions de Bretton Woods, c'est pour qu'ils puissent accepter les contrats chinois, nous devons les revoir à la baisse. Ce n'est pas que le gouvernement a fait une mauvaise évaluation, non. Pour eux, ils ont dit que bon voilà, nous pourrions accepter cela avec les mêmes plans que vous avez mis en place pour sortir, par exemple, du pays de l'endettement. Si de 9 milliards, vous revenez à 6 milliards. Donc c'est ça qui a fait qu'en 2009, au mois de décembre, plus exactement le 10 décembre, que nous avions signé ce que nous appelons l'harmonisation entre les contrats chinois et les institutions de Bretton Woods. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis 2009, vous constatez que les travaux ont commencé maintenant à avancer. Parce que le bras de fer a duré 3 ans. Cher ami, ça a duré 3 ans. C'est un pari gagné. Maintenant, quelle est, bien entendu, je suis en train de dire, cette entreprise? Donc, par rapport aux 5 chantiers, dites-moi, les réalisations des 5 chantiers, c'est l'hôpital du cinquantenaire, le boulevard du 30 juin, le boulevard du cinquantenaire, les quelques kilomètres qui amènent au Bandundu. Au niveau de la santé, je viens de citer donc le futur l'hôpital du cinquantenaire. Au niveau de l'éducation, nous avons quoi? Nous n'avons pas encore d'université de construire. Nous avons... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, essayez de nous expliquer à peu près au niveau de tout ça, les réalisations réelles, palpables. Monsieur le journaliste, la RDC
c'est 2 345 000 km². 70 millions d'habitants. Avec une enveloppe pour les 5 chantiers avec le contrat chinois de 6 milliards de dollars. Moins d'1 milliard que les simples ministères de la justice en France. DJ annuel. Tiens, je tiens de rappeler, l'aéroport de Kinshasa n'est même pas encore fait. Moins d'1 milliard. Maintenant, vous parlez des choses de façon amoindrie. En disant seulement que voilà, vous citez quelques réalisations. Mais ma foi, réjouissons-nous de savoir au moins il y a ces réalisations, puisque la liste n'est pas exhaustive, vous êtes limité. Je n'ai pas allé au-delà. Parce que l'autre fois, nous étions appelés comme étant les pays de la déventure, où chaque franc investi en RDC était considéré comme étant un gâchis. Aujourd'hui, ce qui est investi en RDC est constitué maintenant comme étant quelque chose qui peut apporter des signes palpables. Parce que vous citez des choses vous-même, qui, ma foi, à l'époque, ne pouvaient pas être citées. Pourquoi ne voulons-nous pas, en tant que Congolais, nous réjouir de ce qui se fait déjà? Allez à Kinshasa voir un peu l'IBTP. Je vous informe, parce que vous parlez maintenant de l'enseignement primaire avec les universités, avec tous les programmes de construction qui vont commencer au niveau de l'IPN et de l'INIKIN et passer par là. Le travail est tellement énorme. Vous dites qu'ils vont commencer, qu'ils n'ont pas commencé 5 ans après. Nous avons quoi comme résultat? Ça, c'est ma question. 5 ans après, les résultats, vous les avez cités, j'ai dit que la liste n'est pas limitative. Mais vous savez les discours que vous tenez, essayez de rallonger la liste. Les discours, aujourd'hui vous pouvez traverser la province orientale en jeep et en voiture sans pour autant avoir des problèmes comme cela a été à l'époque. La deuxième chose, je vais vous dire une chose. Non mais allons-y. Vous dites que ma liste, elle n'est pas assez étoffée. À Kinshasa aujourd'hui, je vous informe, par rapport à la réhabilitation de la régie des voies fluviales et avec les nouveaux bateaux par exemple, dont c'est doté par exemple le Nata, on commence à consommer les riz de Bumba, qu'on n'a pas consommé dans ce pays depuis 30 ans, au niveau de la capitale. Depuis 30 ans, je vous dis. À Kinshasa aujourd'hui, comme nous aimons bien manger la viande de chèvre, comme on appelle ça, tabac, qui vient généralement des Bandounou ou d'autres pays, de 150 $. Bien entendu, qui coûtait lorsque les routes étaient impraticables. Aujourd'hui, vous les trouvez entre 75 et 100 $. Je parle de Kinshasa. Si vous dites que tout cela ne sont pas des résultats dans un pays énorme comme la RDC, je me poserai la question si nous devons commencer par quoi dans ces pays-là. Parce qu'il y a d'autres personnes, et ça je vais anticiper, c'est une question que vous ne m'avez pas posée. Mais nous entendions souvent dire que non, ah Kabila, il construit les routes, bon on voit l'hôpital cinquantenaire, les gens de l'Équateur sont contents de voir qu'ils ont maintenant l'hôpital de Gemena, qui est en pleine construction, qu'il y a des routes qui se font là-bas, c'est que même Mobutu n'avait pas fait, mais les sociales. Des fois ça fait rire. Je vais vous dire une chose, allez-y dans ces pays. Allez dans des coins reculés. Allez dans les Congo profonds. Et vous vous rendez compte que les problèmes de la souveraineté alimentaire ne se posent pas. Non pas seulement les gens ont ce qu'il faut pour manger, mais il y a aussi un excédent que les gens n'arrivent plus à transporter vers les grands centres de consommation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se pose un problème des infrastructures routières, parce qu'il se pose un problème de quoi? Il se pose un problème par exemple de moyens d'évacuation. Un gouvernement responsable ne peut que dire pour résoudre des problèmes sans avoir un langage populiste. Parce que ceux-là qui disent qu'ils vont s'occuper de procès congolais, on les demande toujours jusqu'à aujourd'hui de nous dire comment ils vont faire sans renforcer notre agriculture et les réseaux routiers, qui nous disent la recette miracle qu'ils auraient. Personne jusqu'à aujourd'hui ne répond. Mais nous disons que nous renforçons l'agriculture, mais cela doit aller en synergie avec la réhabilitation des réseaux routiers. Parce que la RDC, c'est 20 700 km de routes nationales et 20 200 km de routes régionales prioritaires. Un pays vaste, de 2 345 000 km². Considérez la RDC comme étant un navire, comme étant un bateau, et dans ces bateaux, il y a 70 millions d'habitants. Le pilote s'appelle Kabila, mais ce n'est pas l'homme à tout faire. Il a beau être pilote animé de bonne volonté, mais si les 70 millions de Congolais ne suivent pas, nous allons ramener à contre-courant. Il faut qu'il se dégage une certaine conscience nationale. Nous en avons besoin aujourd'hui de comprendre que notre pays se construit. La RDC change et change dans le bon sens. On a choisi de bons partenaires. La Chine aujourd'hui n'est pas considérée comme étant un mauvais partenaire parce que la Chine aujourd'hui, c'est la plus grande réserve monétaire du monde. La Chine aujourd'hui commence à sauver les économies de l'Europe.
Mais si la RDC prend l'avance, par exemple, parce que les choix étaient faits depuis 2006, en quoi pourriez-vous reprocher un tel gouvernement? Seront lucides et seront congolais. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Papi Tamba, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.